Regardez bien et surtout écoutez bien notre invité cette semaine. Il a la voix au moins aussi douce que le regard et pourtant il a vu des choses au moins aussi terribles que celles dont il parle. Là par exemple il est venu parler des âmes blessées. C'est le titre de son dernier livre, lequel livre est d'une certaine manière la suite de son précédent ouvrage Sauve-toi, la vie t'appelle. Il était venu d'ailleurs nous en parler il y a 2 ans et c'est là que ça devient troublant, Bruno Béziat. Oui, bonjour Boris Cyrulnik. C'est vrai que vous étiez venu il y a 2 ans et c'était juste après l'affaire Mera. Alors là, vous arrivez, on tombe dans cette terrible affaire de la tuerie à Charlie Hebdo. Et au moment où on enregistre, d'ailleurs, il y a un autre incident, une prise d'otage à Vincennes apparemment meurtrière. Et vous venez aussi d'ailleurs à Bordeaux pour la commémoration de la RAF, qui va d'ailleurs coïncider visiblement ce dimanche avec la manifestation en hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Oui, c'est une continuité dans ces incidents. J'étais ami avec Wolinski. Je vous promets qu'il n'était pas anti-musulman. C'est insupportable qu'on l'ait tué pour ça. J'ai connu Cabu, c'était l'homme le plus gentil du monde. Or, ce que je pense, c'est que c'est pas un accident. C'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qu'on a signalée et dont personne n'a tenu compte. On met la haine dans des quartiers en difficulté, c'est intentionnel, c'est une politique. On met la haine, on repère ces enfants en détresse sociale, psychologique et sociale. On repère ces enfants, on leur offre des stages de formation militaire, à la guerre. Vous dites, ce sont des groupes terroristes, c'est ça que vous faites allusion? Non, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. C'est pas cher. On peut bouleverser une société avec peu d'hommes à sacrifier et c'est moins cher qu'une armée. Et quand la haine est semée, on repère les enfants les plus faciles à fanatiser, on leur offre des voyages, on leur offre des stages, on leur apprend à manipuler des armes et ensuite on les envoie au sacrifice. Sacrifice des autres au prix de leur propre existence. C'est donc une organisation qui est financée, je ne sais pas par qui, mais si vous me posez la question, je vous répondrai quand même. Alors, vous la pose. C'est financé par les gens du pétrole, de la drogue, qui ont des intentions politiques sur le Proche-Orient et sur l'Occident. Et une fois que ces jeunes gens en détresse ont été repérés, fabriqués et sacrifiés, ils déclenchent des processus politiques mondiaux. Vous savez ce que vous dites, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la théorie du complot quand même. Non, pas du tout, parce que ça a déjà été fait. Et c'est même régulièrement fait. L'Inquisition chrétienne a duré 6 siècles en Occident et elle est partie exactement du même processus. Le nazisme est parti de la belle culture germanique des années 20 et des années 30 et avec 3% de la population qui était convaincue par le nazisme, 6 ans après les élections, 95% de la belle culture germanique allemande votait nazi et mettait le feu au monde. Et vous trouvez ça inquiétant, donc, ce qui se passe? Ça veut dire que pour vous, il peut y avoir une crispation. Enfin, on peut arriver à des dérives là si ça se Alors voilà, exactement. Le danger, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette tragédie? On peut en faire une solidarité ou on peut en faire un massacre. On peut très bien, les musulmans français qui ne sont pas coupables, bien sûr, de ce qui vient de se passer, risquent d'être agressés. Actuellement, les plus agressés par le terrorisme, c'est les Arabes. 99% oui, les victimes sont arabes, sont musulmans. Voilà. 99% des Arabes tués sont tués par d'autres Arabes. Il y a une intention entre religieuse et politique, puisque les deux sont pas séparés. Donc il y a une intention, et je pense que ça s'est produit régulièrement, c'est une arme efficace et redoutable. Vous savez ce que vous disiez sur les Allemands, on revient là-dessus, on va décrypter cet événement, on va profiter, entre guillemets, de votre présence. Certains historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Goldnagel, par exemple, quand il parle de la fabrique des bourreaux ordinaires de Hitler, dit que c'était quand même quelque chose qui se travaillait depuis des années, que l'antisémitisme était latent dans toute une culture et qu'un peuple avait progressivement, par l'école, absorbé ces idées, les avait faites siennes. C'est un peu ce que disent aujourd'hui certains de nos politiques, dire il faudrait enseigner l'histoire différemment à l'école. C'est toute une société quand même qui est imprégnée de ces idées petit à petit. Oui, c'est l'idée que je vous propose, c'est qu'en fait, c'est pas des monstres, c'est pas des fous, ce sont des enfants, des hommes normaux, en détresse, façonnés, fabriqués pour. Donc c'est une intention. Alors oui, pas du tout. Le problème, c'est que ces enfants en détresse sont
abandonnés. Donc la solution, ça serait de les éduquer, de leur envoyer des gens de culture. Et la culture se fait pas par les philosophes, elle se fait par les gens de théâtre. Elle se fait par des gens de terrain, qui vont sur le terrain, qui proposent des fictions, qui touchent les enfants. C'était la fonction du théâtre en Grèce. C'est-à-dire que les citoyens ne pouvaient pas quitter le théâtre après la représentation, ils devaient en discuter, parce que les comédiens mettaient sur scène les problèmes de la cité. Et la culture, ensuite, était partagée. Ensuite, on faisait intervenir les philosophes, les politiciens, les économistes, et ensuite. Mais le point de départ, c'était les artistes. Le théâtre, aujourd'hui, c'est la télé, c'est Facebook. C'est ça le problème, peut-être, non? Alors voilà, c'est une arme. Mais non, mais c'est une arme, c'est pas un théâtre. Ouais. C'est une représentation facile, c'est la pensée paresseuse de toutes les théories totalitaires. Je suis en train de relire Victor Klemperer, qui est un linguiste qui raconte comment ce que vous venez de dire, il raconte au jour le jour comment le nazisme s'est développé dans une belle culture. Et il raconte ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que petit à petit, des slogans sont rentrés dans la culture. Les slogans, ça permet de faire croire qu'on a compris, alors qu'on se contente, comme un perroquet, on se contente de réciter. C'est-à-dire qu'on n'a pas débattu. On a récité et on se soumet, voilà le mot important, on se soumet à une représentation dépourvue de jugement. Vous la connaissez, cette mécanique de ces criminels? Vous avez, est-ce que la psychiatrie, est-ce que les neuropsychiatres, les psychologues, les psychanalystes peuvent comprendre ça aujourd'hui, objectivement? Est-ce qu'on sait le Parce que les gens, ce qu'ils disent, enfin, qu'on entendait aujourd'hui, là, ce sont des fous. Vous nous dites non, ce sont pas des fous. Non, ce sont pas des fous. Non, c'est pas des fous du tout, ce sont des gens absolument normaux. J'ai hésité à prononcer le mot parce qu'il n'a pas grand sens, mais ce sont c'est pas des fous en tout cas, bien sûr. Ce sont des gens qui ont été façonnés, des gens en difficulté psychosociale, éducative, qui ont été façonnés intentionnellement par une minorité financée pour prendre le pouvoir. C'est exactement le point de départ de l'Inquisition, c'est le point de départ du fascisme, c'est le point de départ de toutes les théories totalitaires. Vous le dites à Hitler et la syphilis, le rapport il est pas extrême. Hein. Quand j'ai eu cette idée, j'avais 11 ans, vous me pardonnerez. Oui. D'ailleurs, vous le dites, je me suis fait psychiatre pour expliquer le nazisme. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, parce que... Je me suis fait psychiatre pour expliquer le nazisme. Ok. Non, parce que j'étais bordelais quand j'ai subi ces phénomènes qui démarrent actuellement si on les laisse se développer. Donc j'ai vécu de l'intérieur la soumission à l'agression, à l'idée que les autres se faisaient de moi. C'est ça. Le slogan. Pas la rencontre, pas la discussion, l'idée, la soumission à une représentation coupée du réel. Et j'ai vu le nazisme détruire ma famille, j'ai vu le nazisme m'arrêter, j'avais 6 ans et demi, m'emprisonner, et j'ai vu comment les idées nazies, les nazis ont perdu la guerre des armes, ils n'ont pas perdu la guerre des idées, qui a continué très longtemps et qui actuellement est un peu réveillé sous un autre nom. Mais c'est le même principe du langage totalitaire. Ça vous fait quel âge aujourd'hui, Boris Cyrulnik? J'ai 78 ans. D'accord, non, je dis ça parce que vous commencez, c'est très proustien, très jeune, j'ai été un petit vieux, c'est comme l'autre qui dit pendant longtemps je me suis couché de bonne heure, hein. C'est un petit peu cette phrase est comme ça. Si vous le permettez, je vais vous lire quand même. On est le 10 janvier 2015 et là on est le 10 janvier 44, hein. Je revoyais le scénario de mon arrestation la nuit quand des hommes armés avaient entouré mon lit, une torche électrique dans une main, un revolver dans l'autre et des lunettes noires la nuit pour rafler un enfant de 6 ans. Dans le couloir, quelques soldats allemands, presque au garde à vous, dans la rue, des camions bourrés de gens et contre le trottoir, 2 tractions avant, attendaient pour nous emmener. Allez raconter ça et vous verrez la tête des autres. Absolument, c'est inracontable tellement c'est stupide, exactement comme la mort de Wolinski, de Cabu et de ses amis. C'est un crime stupide, intentionnel. C'est-à-dire que lorsque j'ai connu ça, j'ai mis des années à comprendre pourquoi ils avaient des lunettes noires la nuit. C'était pour ne pas être reconnu par les voisins parce que j'avais été dénoncé. Et je retrouvais l'archive qui payait les dénonciations. 300 € pour un juif intéressant, 50 € pour un enfant. Mon arrestation a donc rapporté 50 € à l'homme qui m'a dénoncé et que je connais. Et que j'ai pas dénoncé. Vous le connaissez? Oui. Vous l'avez rencontré après? Non, je sais qui c'est. Et je l'ai pas rencontré, mais j'aurais pu, on m'a dit même que j'aurais dû
le dénoncer. Votre À mon désir tour, de je suis vengeance, pas, oui, parce que... voilà, mais je suis pas un dénonciateur. Alors que ce qui se passe actuellement, c'est une vengeance, Oui, une mais fausse attendez, vengeance. vous n'avez pas envie de vous venger, d'aller le voir, lui casser Non. la figure Comment vous faites? Comment vous faites pour ne pas avoir envie de ça? Alors, je pense que la mauvaise riposte à la tragédie qui vient de se passer, qui est encore en train de se on va en passer. parler, justement, bien sûr. La mauvaise riposte, c'est la vengeance. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils voudraient provoquer probablement une déflagration mondiale. Ça fait partie de leur technique de prise de pouvoir. Et le danger, ça serait la vengeance, et notamment les musulmans français sont en danger. C'est-à-dire que la pensée paresseuse, c'est de dire, puisque c'est des musulmans qui ont commis ça, c'est donc les musulmans qui sont coupables. Voilà. Ça, c'est l'extrapolation dangereuse. Et les musulmans sont en danger actuellement. Donc, je trouve qu'il est tout à fait important de dire que l'immense majorité des musulmans ne sont pas coupables, mais qu'il y a une démarche totalitaire, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne ou laïque, il y a une démarche totalitaire qui, elle, est dangereuse. Parce que là, il y a, avec une minorité d'hommes décidés, formés et payés, ce sont des mercenaires. Ils le savent pas, eux, ils sont fanatisés. Ils sont manipulés, ils sont fabriqués. Et avec une minorité d'hommes fabriqués, on peut détruire une civilisation. Ça a été fait, les nazis l'ont fait, l'Inquisition l'a fait, ça a été fait. Quand vous dites qu'ils sont fabriqués, vous les déresponsabilisez pas un peu quand même? Alors le problème de la psychologisation de ces drames, c'est de risquer de déresponsabiliser. Oui. Vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut riposter et déclencher la guerre. Il faut maîtriser la situation. Alors moi je pense que le danger, c'est de déresponsabiliser. Mais je pense aussi qu'on a toujours un espace de liberté. On peut se laisser embarquer. Et dans ce cas-là... Parce que tous ces jeunes ne rentrent pas dans ce piège. Même la majorité, la grande majorité... Il y en a certains qui ne... Voilà... Alors non, mais la responsabilité, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que c'est nos gouvernants, quelle que soit leur couleur, qui ont abandonné culturellement les gosses de ces quartiers et qui donc les ont soumis à des manipulateurs. L'Allemagne nazie était follement cultivée, c'était une très belle culture, mais la base était larguée, comme on le voit aujourd'hui dans les pays du Proche-Orient, où le top arabe est magnifique, la base est complètement larguée, alors que le top arabe est cultivé, parle plusieurs langues, et la base est larguée. Donc on les abandonne et on les laisse, on les donne à ces manipulateurs. Donc il faut pas, je crois que nous, nos responsables, nos décideurs politiques devraient ne pas décider ça. Boris Cyrulnik, sans vouloir faire de l'histoire criminelle, psychologique comparée de comptoir, est-ce que mais quand même, puisqu'on fait souvent le parallèle, est-ce que la mécanique dans la tête d'un nazi est la même que dans la tête d'un militant islamique fondamentaliste? Est-ce que c'est pareil? Je réponds clairement oui. On me l'a reproché, mais j'ai des arguments. Allez-y, oui, dites-nous. Alors, oui, c'est exactement la même méthode. C'est-à-dire que Freud disait les mots au début désignent des choses, et puis progressivement les mots désigne des choses qui sont pas là. C'est la fonction du symbole, c'est la fonction des mots. Et puis progressivement, les mots finissent par ne plus rien désigner du réel. C'est le racisme. Donc à ce moment-là, on se soumet à un slogan. Et quand une culture ne permet pas la rencontre, ne permet pas le débat, à ce moment-là, on se soumet à un slogan. On est facile à manipuler, on est des proies pour ces gens qui, eux, sont entraînés. Ce sont d'excellents mercenaires d'argent, d'armes et d'intellect, et Internet leur donne un pouvoir fabuleux, démultiplie leur pouvoir. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, en un clic, on peut mettre des centaines de milliers dans la rue, de gens dans la rue. Je vous propose, Boris Cyrulnik, de nous replonger dans un de ces lieux de recueillement où, en cette fin de semaine, nombreux étaient ceux venus manifester, soit leur colère, soit leur immense peine, souvent les deux. Là, on va avec Christophe Chavanneau dans la cour de la mairie de Bordeaux. Le silence, non pas pour taire ce qui n'a pas de mots, mais pour rendre un hommage unanime à cette liberté d'expression portée par Charlie Hebdo et décimée ce mercredi 7 janvier avec l'assassinat de 12 personnes. Une colère sourde qui anime plusieurs centaines de personnes anonymes ou non venues ce midi porter ce message. Nous sommes tous Charlie. Quand on voyage de par le monde, souvent on nous dit vous avez de la chance, vous êtes en France, vous avez la liberté. Et il ne faut jamais oublier ça. Je suis en colère finalement. Je pleure parce qu'on est triste, mais je suis très en colère. Juste, c'est au fond de moi, c'est le sentiment de là où on me touche, quoi. Et puis, c'est tout. On est tous touchés, même si on n'était pas Charlie avant, mais on est touchés. C'est des détails comme ça. Je ne vais pas parler aujourd'hui, tout est dit là-dedans. Comme partout en France,
Ici, à Bordeaux, la mobilisation s'est déroulée dans la cour de l'Hôtel de Ville où Alain Juppé a souligné la nécessité d'un engagement ferme pour la liberté. C'est sur des mois ou des années que nous aurons à mener ce combat qui est tout simplement un combat des idées, un combat des valeurs. Ce qui est en cause, c'est sans doute le bien le plus précieux que nous partageons dans notre République et dans nos démocraties, c'est la liberté. La France est le pays de la liberté. Nous nous sommes battus pendant des siècles, sans remonter dans l'histoire, pour conquérir cette liberté qui est notre bien le plus précieux, qui est le premier mot de la devise républicaine. Or, je crois que, au-delà de l'émotion et du recueillement à la mémoire des victimes, tous ceux qui sont ici présents ont bien conscience que c'est ça qui est en jeu. La liberté de penser, la liberté de religion, la liberté d'en avoir ou de ne pas en avoir, la liberté d'exprimer sa pensée, la liberté de la presse, qui est un des piliers de la démocratie, et puis même la liberté de caricaturer. La caricature, elle est parfois difficile à supporter pour ceux qui sont aux responsabilités, mais vouloir la museler, c'est tuer la liberté. Une mobilisation suivie également par les représentants des différents cultes, dans un esprit rassembleur. Nous en avons assez vraiment de ces actes-là. Peut-être on ne sait pas le dire assez, mais il faut dire juste hier que ces criminels, ces terroristes n'ont pas fait la différence entre Charb, Cabu, Mustapha et Ahmed, les policiers qui ont été abattus. Donc on a affaire à des terroristes vraiment dans le plein sens du mot et nous sommes là pour le condamner. Je crois qu'on ne peut pas, exprimer son désaccord en tuant les personnes. C'est inadmissible. Et l'autre principe, je crois que c'est la fraternité. Car je crois que ceux qui ont fait ça savent qu'il y a un piège aussi qui peut se tendre. C'est-à-dire provoquer en France un mouvement anti-musulman qui ferait que les musulmans eux-mêmes se sentiraient un peu les mal-aimés dans la République et quelques-uns pourraient justement rejoindre des rangs les plus extrémistes. Donc raison de plus pour, avec toutes les communautés musulmanes, manifester, notre refus de ce type de violence et en particulier au niveau des religions, de dire que le sacrilège qui atteint le plus Dieu, c'est de tuer en son nom. Une marche est d'ailleurs prévue ce vendredi à 14 h au départ de la mosquée de Bordeaux, en passant par la synagogue et la cathédrale, pour finir à l'hôtel de ville de Bordeaux, sur lequel les drapeaux seront encore en berne jusqu'à samedi. Boris Cyrulnik, est-ce que cette communion qui semble toucher un peu l'ensemble de la société française, on va dire, en tout cas il y a des manifestations partout, il y a beaucoup de gens dans les rues, est-ce que c'est important qu'elle se montre de cette manière-là ? Il y a devant une tragédie pareille, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est de se taire, et le deuxième danger, c'est de parler. Le premier danger, c'est de se taire. On peut pas laisser faire un crime comme ça, comme si de rien n'était. Ça serait se soumettre aux terroristes. Ils veulent nous soumettre. Et le deuxième danger, c'est de mal en parler. La vengeance, c'est les Arabes qui sont responsables, c'est les Juifs qui sont responsables, comme la recherche du bouc émissaire. Comme d'habitude, voilà le deuxième danger. La seule bonne solution, ou la moins mauvaise solution, parce que c'est quand même une immense agression, le 10 janvier 44, les nazis raflaient les Juifs bordelais. Le 10 janvier 2015, il y a encore une tentative de destruction d'une société par la même méthode. Alors la seule bonne solution, c'est la solidarité armée. C'est-à-dire solidarité, ne pas se laisser soumettre, ne pas se laisser faire, et s'armer d'abord intellectuellement, et s'il le faut, avec des vraies armes. Donc s'armer d'abord intellectuellement, expliquer à la majorité des gens, quelle que soit leur religion, que la spiritualité n'est pas la contrainte à éliminer le mécréant. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la même croyance que moi n'est pas un ennemi et n'est pas un homme inférieur. C'est un homme qui a une autre croyance aussi respectable que la mienne. Donc ça, c'est une arme intellectuelle qu'on peut partager. Pour ça, il faut qu'il y ait des rencontres, il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des journalistes, il faut qu'il y ait des artistes. Ça fait partie de la culture. Et le danger, ça serait de se laisser piéger comme le sont ces hommes, ces terroristes. Ça, c'est ce dont vous parlez, Boris Cyrulnik, c'est, j'allais dire, le droit. Mais vous savez bien que la force prime toujours le droit. Aujourd'hui, le
le discours qui marche bien, c'est on est menacé dans notre identité, on va être remplacé, c'est le choc des civilisations, les bisounours c'est fini, c'est la guerre, défendons-nous. C'est le danger, en effet, oui. C'est pour ça que... Est-ce qu'on peut quelque chose contre la force brute, quoi? Enfin, alors, il y a toujours un moment où la force provoque la réponse par la force. Et là, effectivement, alors là, c'est ce qui se passe au Proche-Orient actuellement. C'est-à-dire qu'au Proche-Orient, il y a eu des forces insidieuses d'abord des forces verbales, la télévision, Internet. J'ai vu au Proche-Orient le protocole des sages de Sion tous les soirs à la télévision, dans un pays que j'aime beaucoup, le Liban. Tous les soirs, il y avait le protocole des sages de Sion à la télévision, c'est-à-dire un film nazi disant que les Juifs mangent le cœur. Au Moyen-Âge, c'était le cœur des petits chrétiens. Maintenant, c'est le cœur des petits arabes. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Donc, le débat démocratique, c'est de dire attention, c'est pas rien, c'est pas une fiction. La fiction pose un problème qui ensuite a des conséquences réelles. Donc, attention, les artistes ont un pouvoir, mais ils doivent avoir la liberté en même temps, comme les journalistes. Quelles sont les premières cibles des dictateurs? Les journalistes et les artistes. Pour ramener à votre ouvrage, parce que c'est quand même ça au départ, Boris Cyrulnik, et j'en suis désolé, mais vous nous avez donné envie de le lire finalement. En vous écoutant parler, on a envie de lire Les Hommes blessés, 50 ans de psychiatrie. On le disait avant de préparer l'émission, on a devant nous le fondateur un des fondateurs, un petit, vous disiez-vous, parce que vous êtes modèle, petit fondateur d'une chose qui est dans notre quotidien, qui est la psychiatrie. Or, vous avez balayé de la paille dans les chambres des malades. Enfin, Mais oui, c'est... La psychiatrie à quoi 50 ans. 50 ans, quoi. Et je témoigne que, à cette époque-là, on considérait que ceux qu'on appelait les malades mentaux, n'étant pas des vrais hommes, ne méritaient pas un lit. Donc, il y avait un tout petit budget et on mettait de la paille. Les gardiens, c'était pas des infirmiers, enlevaient la paille à la fourche, on passait un coup de jet d'eau, on mettait une paille fraîche, on rentrait les gens et on les enfermait. Et on s'étonnait qu'il y ait 92% de chronicisation. Et donc, j'ai connu ça. J'ai connu l'époque où la lobotomie était considérée couper un morceau. Longuement de ça. Pas si longtemps. Il y a 50 ans. Couper un morceau de cerveau, il y a eu un prix Nobel pour ça. Celui qui a inventé la lobotomie a été nobelisé pour cette belle mutilation. On coupe un morceau de cerveau et effectivement, il n'y a plus d'angoisse puisqu'il n'y a plus d'anticipation, il n'y a plus de vie psychique. Donc s'il n'y a plus de vie psychique, il n'y a plus d'angoisse. Et vous parlez de ce film, Volotine et de Coucou, qu'on a tous, ou à peu près tous vu, qui est bien porteur de cette critique Oui, et qui a été un contresens. Parce que le film était un chef-d'œuvre artistique, d'où la nécessité du débat démocratique parmi les journalistes. Il faut qu'il y ait plusieurs tendances. Et parmi les artistes, il faut que beaucoup d'opposants aient le droit à la parole, et parmi nous, les citoyens, aussi, les croyants, il faut qu'il y ait plusieurs croyances et plusieurs tendances, sinon c'est la guerre. Il y a plus de lobotomie, il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans la psychiatrie, débats scientifiques, débats théoriques. Oui, il y a des débats actuellement, des débats passionnants, avec le développement de la neuroimagerie qui change l'imaginaire de la folie, qui change l'imaginaire de la condition humaine. Vous savez que votre cerveau a été sculpté par votre enfance et que vos sécrétions neuro-hormonales sont modifiées par la manière dont on parle de vous. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de penser le psychisme. Mon cerveau est sculpté par mes parents, mon école, ma culture. Et ensuite, si vous me parlez gentiment, vous modifiez mes sécrétions neuro-endocriniennes. C'est une magnifique histoire de la psychiatrie. On y apprend que si on est pour Linné ou pour Lachy, on est soit pour Giscard, soit pour Mitterrand. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes. Il y a une très très belle phrase que vous écrivez. Vous dites « Chaque nouvelle manière de penser la souffrance a provoqué l'hostilité ». Oui. Parce que, alors voilà, on retombe la nécessité de critiquer les doxas. Les doxas, c'est-à-dire les ensembles de récitations convenues qu'on répète sans jugement, sans réflexion. Comme si c'était tenu pour vrai. Chaque fois qu'on a fait une découverte en psychiatrie, qu'elle soit neurologique, psychanalytique ou psychologique ou sociale, ça a provoqué un scandale. Parce que la pensée paresseuse, c'est la certitude, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la certitude. Dès que quelqu'un dit « Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous venez de dire ?» On va demander à un tel qui a une autre croyance, une autre religion, une autre culture. Et vous, comment vous faites pour passer ça dans votre culture? Et ce décentrement qui est un enrichissement provoque la haine, l'hostilité de ceux qui ont besoin de se raccrocher à la récitation paresseuse. Et toutes les découvertes ont été punies. Celui qui a découvert la prophylaxie de l'accouchement
est mort, battu par les infirmiers psychiatriques. Ses blessures se sont infectées et il en est mort. Lamaze, qui a importé en France l'accouchement dit sans douleur, a eu 3 procès, dont un du Conseil de l'Ordre, qui lui a reproché vous êtes un charlatan. Une femme ne peut pas accoucher sans douleur. C'était très idéologique, puisque c'était les Russes qui, plus ou moins, les communistes, c'était les communistes. Oui, pas les Russes, les communistes, pardon, qui avaient inventé, entre guillemets, l'accouchement sans douleur. Voilà, donc c'était pas possible. C'était un communiste, donc c'était faux. Et puis, une femme doit accoucher, indolore pariès. Sinon, si une femme accouche sans souffrir, elle ne pourra pas aimer son enfant. J'ai lu des choses comme ça. Donc il a fallu combattre ces idées qui aujourd'hui, ceux qui viennent de naître, paraissent évidentes et qui sont le résultat d'un combat de 20 ou 30 ans. On y rencontre des personnages, Lacan, vous connaissez peut-être sûrement d'ailleurs, Lucien Bonafé, Henriette, Amy Werner, c'est elle qui a inventé ce terme de résilience avec les enfants hawaïens. Enfin, il y a un débat là-dessus. Oui, voilà. Ouais. Elle mérite d'être la mère. Elle mérite d'être citée. Citée, mais c'est pas elle qui l'a inventé. Vous avez été phagocyté, si j'ose dire, par l'actualité, Boris Cyrulnik. Je vous en remercie quand même d'avoir voulu témoigner in vivo de cet ouvrage. Les âmes blessées, chez Odile Jacob. Merci. Boris Cyrulnik. Non, la priorité, c'est pas mon livre. La priorité, c'est ce qui se passe maintenant. Un livre, c'est fait pour être lu, c'est pas fait pour en parler à la télé. Merci Bruno. Merci à tous. À bientôt.